Bonjour à tous. Je suis ravi de vous rencontrer dans cette visioconférence webinaire à l'occasion de nos 10e rencontres des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Il y a actuellement une petite centaine de personnes de connectées, mais je sais qu'il y a à peu près 350 inscrits et ça devrait, au niveau de l'ensemble des personnes qui participeront à ce webinaire concerné à peu près 450-500 personnes, compte tenu du fait qu'il y a des organismes tutélaires, je sais, qui sont connectés, que je salue. Ils sont très souvent très nombreux autour des tables de projection. C'est un sujet qui mobilise, qui intéresse, que nous allons traiter aujourd'hui, qui concerne l'aide sociale à l'hébergement et plus particulièrement la complémentaire santé des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Alors c'est d'abord un sujet bien sûr qui intéresse les personnes elles-mêmes en établissement, puisqu'elles ont des besoins singuliers, particuliers, auxquels il est important de répondre. Ça intéresse bien sûr les mandataires judiciaires qui, dans le rôle d'accompagnement de ces majeurs protégés en matière de complémentaire santé, ont aussi cette volonté en tant que citoyens d'apporter les bonnes prestations concernant la complémentaire santé. Et puis, ça intéresse bien sûr les conseils départementaux qui sont sensibles à l'intérêt général, au fait d'apporter les bonnes prestations aussi et les bons services à ces populations fragilisées. Et puis aussi qui ont bien entendu le souci de rationaliser leurs dépenses de façon à faire en sorte que les deniers publics des citoyens contribuables que nous sommes soient encore mieux utilisés. Et puis, ça intéresse également Soleil Prévoyance, évidemment, puisque dans son ADN de construction, la volonté de Soleil Prévoyance, c'était de faire quelque chose qui ait du sens pour ces publics fragilisés que sont les personnes, bien sûr, qui sont en établissement, les personnes dans les communes qui sont également souvent avec des besoins en matière de complémentaire santé importants, et puis également ces personnes en ESAT, on l'a vu tout récemment avec la loi concernant la mutuelle obligatoire. Alors, nous allons ce matin aborder cette thématique avec Monsieur Clément Henné, qui est l'ancien responsable du pôle PAPH de la métropole de Lyon, qui va nous faire part de la façon dont ça s'est déroulé en ce qui concerne la mise en place de cet appel d'offres qui avait été mené par des mandataires judiciaires sur la métropole de Lyon et plus largement sur le département du Rhône. Ensuite, on aura le témoignage d'un mandataire judiciaire qui est le président de la Fédération des mandataires judiciaires indépendants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous fera partager la démarche qu'il a mis en place avec ses majeurs protégés. Et puis, enfin, sur ce premier point, nous rencontrerons également à Lille Madame D'Alessandro, qui est la responsable de l'aide sociale sur le département et qui nous expliquera comment elle a dupliqué cette démarche dans le département du Nord. Cette démarche initiée, je vous le rappelle, par les mandataires judiciaires du Rhône. Et puis, dans un second temps, nous aurons Monsieur Christian Cacciutolo, le président de l'UNEP, qui nous fera son traditionnel point épargne. Et il est vrai que les choses sont en perpétuelle mutation sur ce sujet et ça intéresse beaucoup ce point fait par Christian à chacune de nos trimestriels. Voilà pour le premier slide. Je vais maintenant vous présenter en quelques mots Soleil Prévoyance, créé en 2010 dans une démarche engagée, dans une démarche compagnon de route qui mettait l'humain avant tout, et également dans une démarche d'indépendance avec une qualité de service qu'on souhaitait mettre en place au service de nos adhérents. Notre positionnement, c'est un positionnement militant et citoyen qu'on va vous décrire tout à l'heure, tout au long de cette matinée. En 2019, Soleil Prévoyance a rejoint le groupe et le modèle associatif Altis parce que ce développement, il nous semblait important de conforter notre fonds de solidarité auprès d'une structure qui
avait du sens et qui était géré par ses adhérents dans une démarche participative, donc sans bénéfices à redistribuer aux actionnaires, mais avec des dividendes qui étaient réinvestis au service des personnes fragilisées. Alors, l'écosystème du groupe Altis, pour le présenter, bien ma foi, ça s'articule autour de 3 piliers. La prévention, d'une part, bien sûr, mais aussi tout ce qui touche à l'assurance, et plus particulièrement à l'assurance de personnes, et aussi au financement notamment des entreprises qui sont à la recherche de solutions pour conforter leur modèle. Alors, il faut savoir que le modèle Altis, il est singulier, il est particulier, parce qu'en fait, il a un côté technique avec l'appareil technique et 600 collaborateurs, mais vous avez aussi un appareil politique avec des élus qui déterminent la politique associative du groupe Altis et que les techniciens sont chargés de mettre en application. Il faut savoir que la particularité aussi du groupe Altis, c'est qu'il est composé de 18 filiales, dont Solae Prévoyance, l'ensemble de ces filiales en œuvrant au service de ces différents publics, comme on peut le voir avec, bien sûr, les majeurs protégés, mais aussi en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Je vous laisse découvrir sur la droite de l'écran l'ensemble de ces structures. Alors, le groupe Altis, c'est 434 collaborateurs aujourd'hui, c'est 600 bénévoles actifs, c'est 18 000 entreprises assurées, c'est 900 000 contrats gérés, c'est 540 000 personnes protégées, avec 47 000 participants aux actions de prévention faites quotidiennement ou quasiment par le groupe Altis, et 26 000 projets d'entreprise financés. Il faut savoir aussi que le groupe Altis, c'est la première entreprise en France qui fonctionne sur ce principe non lucratif en tant que société de personnes. Alors, Solae Prévoyance, maintenant, bien ma foi, c'est une structure qui a 80% de sa population qui est sous protection juridique. Depuis que Solae a été créé en 2010, on a mis en place 35 000 contrats. On a 16 collaborateurs impliqués, formés et disponibles. On a 2500 mandataires judiciaires partenaires qui travaillent au quotidien avec Solae Prévoyance. Et 72% de notre population est protégée par des gammes EHPAD USLD. Alors, le grand principe qu'on va aborder concerne la déduction de la mutuelle du montant reversé à l'aide sociale. Alors, les bases, hein, ça s'articule sur 2 décisions du Conseil d'État du 14 décembre 2007 et du 7 mars 2008 qui fixent le principe sur lequel on ne touche pas au reste à vivre d'une personne à l'aide sociale pour financer sa complémentaire santé. Autrement dit, lorsque vous avez une personne qui est à l'aide sociale, elle reverse donc 90%, et sur ces 90% qui sont reversés au département, elle a la possibilité de défalquer la complémentaire santé. Et en fait, ces décisions du Conseil d'État ne fixent pas de plafond. Et il se trouve que, eh bien, dans la quasi-totalité des départements en France, on peut déduire donc la totalité de la complémentaire santé. Et en ce qui concerne le sujet de la complémentaire santé solidaire, très souvent, beaucoup de mandataires judiciaires nous interrogent sur est-ce que je suis obligé de faire la complémentaire santé solidaire ou pas. Mon département me dit que oui, celui-là me dit que non. Alors en fait, il y a une décision qui a été prise par le tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2020, dans une décision 191 95 54, qui a donc condamné la ville de Paris, qui imposait la souscription à la complémentaire santé ou solidaire, ou au moins obligée à demander la complémentaire santé solidaire. Alors, elle ne peut pas être imposée par le conseil départemental, c'est important de le souligner. Elle peut être conseillée, et on peut comprendre qu'un département la conseille, mais il faut savoir quand même que nous, on a relevé 5 points qui dissuadaient la mise en place de la complémentaire santé solidaire. Alors, ces 5 points, c'est bien sûr le fait que ces contrats ne sont pas adaptés. Ce sont des contrats avec le 100% santé, certes, mais qui n'ont pas les prestations essentielles comme le transport refusé, la pédicurie, les bas de contention, la chambre particulière, qui sont des prestations importantes pour nos populations fragiles. Il y a des ruptures de droit également, et parfois la couverture fait défaut lors d'un switch entre 2 complémentaires santé solidaire.
Il y a également un article du Code de l'action sociale et des familles, l'article L132.3, qui fixe le principe sur lequel le département reçoit 90% des ressources de la personne à l'aide sociale, mais à aucun endroit il est indiqué qu'on doit faire la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. En plus, si on regarde les choses en détail, la complémentaire santé solidaire coûte plus cher. Alors on dit non, ça coûte 30 euros pour une personne de plus de 60 ans, c'est moins cher qu'une mutuelle. Non, ça c'est qu'une participation. Il faut savoir que derrière, vous avez 6,27% de toutes les cotisations mutuelles qui sont payées qui participent au financement de la complémentaire santé solidaire. Ce qui fait qu'une complémentaire santé solidaire, ça coûte plus de 100 euros par mois. Et donc, par conséquent, tout ça, c'est financé par qui? Ben, évidemment, par les citoyens contribuables que nous sommes. Et donc, ça interroge quant à la bonne utilisation de la complémentaire santé solidaire. Enfin, il faut savoir que pour vous, mandataires judiciaires, qui êtes essentiellement les personnes connectées aujourd'hui lors de cette visioconférence, ben, c'est très souvent chronophage. Et qu'en fait, ça se rajoute, bien entendu, également à votre activité. Alors, le législateur a demandé à ce que le conseil départemental s'assure que les usagers disposent d'une protection santé adaptée et qui couvre les besoins de santé des personnes qui sont à l'aide sociale à l'hébergement. Alors, au printemps 2022, des mandataires judiciaires de la métropole de Lyon ont initié un appel d'offres et ont sollicité 86 organismes de complémentaire santé. Solae a bien entendu répondu à cette sollicitation parce que nous, on avait une certaine expérience, on avait fait un petit peu notre cœur de métier de ce sujet depuis nos origines. On connaissait donc les besoins de ces populations et puis également l'environnement juridique qui est un petit peu particulier et qui faisait partie des habitudes de travail de Solae Prévoyance. Alors, dans cet appel d'offres, il y avait des prestations importantes demandées, comme le transport refusé. C'est vrai qu'une personne qui a besoin d'aller voir le dentiste, ben, le transport n'est pas pris en charge. C'est pareil pour l'opticien. Tous les prestataires de santé, c'est pas pris en charge. Même si le dentiste et l'opticien seront pris en charge, le transport pour l'y acheminer n'est pas pris en charge. Or, comme vous le savez, les personnes qui sont handicapées en foyer ou les personnes handicapées, les personnes âgées, pardon, en EHPAD ne sont pas forcément véhiculés. Et il y a lieu donc de prendre en charge ce type de prestation. La pédicurie, c'est pareil. Les personnes ne sont pas toujours en capacité de se couper les ongles. Le remboursement du médecin expert, c'est pareil. Lorsqu'on met une personne sous protection juridique, eh bien, il y a lieu de payer le médecin expert. Toutes ces prestations, vous allez me dire, bon, c'est des petits coûts. Ben, finalement, c'est pas si neutre que ça, parce que quand on a 121 euros de reste à vivre, quand on est une personne en EHPAD, eh bien, ça vient fortement gréver les budgets de ces, et le reste à vivre de ces résidents. Donc, dans cet appel d'offres, il y avait également des prestations demandées, comme la chambre particulière, le contrat responsable avec le 100% santé en optique, en dentaire, en prothèse auditive, le forfait journalier hospitalier illimité, et puis donc toutes ces prestations-là nous semblaient important d'être inclus dans notre offre. Il y avait également le fait qu'il fallait faire quelque chose qui soit simple. Parce que dans un conseil départemental et dans son règlement départemental d'aide sociale, mais aussi pour les mandataires judiciaires qui mettent en musique toute la prise en charge santé de ces personnes qui sont à l'aide sociale, il y avait lieu d'avoir un tarif unique, même si les besoins pouvaient être différents. Donc ce qu'on a fait, on a fait deux gammes. On a fait une gamme où il n'y avait pas de pharmacie à usage intérieur, donc une gamme qu'on a appelée ASH, et on a fait une gamme pour les personnes qui sont bénéficiaires d'une pharmacie à usage intérieur au sein d'un EHPAD. Par contre, la particularité de notre offre, c'est que le tarif était unique. Et donc en 2023, lors de l'appel d'offres, notre tarif était de 78,65 €. On avait donc 13 ans de recul sur ce marché et on a intégré l'ensemble de la population qui nous a rejoints à celle qui était déjà dans notre portefeuille, ce qui fait qu'on a mutualisé le risque. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental, parce que si on ne mutualise pas les risques pour les personnes fragiles, eh bien, à terme, on écarte les personnes les plus fragiles. Il y a deux façons de concevoir la solidarité, hein. Soit on met en place une démarche de segmentation du risque, et là, on en arrive à exclure les personnes les plus coûteuses, et très souvent, bien sûr, les plus fragiles, ou alors on mutualise l'ensemble du portefeuille, et ça permet aux personnes les plus fragiles de pouvoir bénéficier des prestations comme tout le monde. Et ça, c'est cette seconde solution pour laquelle Solae a résolument opté et ça fait partie de notre ADN.
Alors, il faut savoir qu'on a également dans cet appel d'offres, mis un engagement tarifaire. Et notre engagement tarifaire, il a été fixé sur l'ASPA. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à faire en sorte que notre cotisation soit de 8,25% de l'ASPA. Et donc c'est intéressant de constater que par exemple l'ASPA a augmenté de 3% en janvier 2024 et les cotisations mutuelles au 1er janvier ont augmenté de 10%. Donc déjà, il y a un delta là de 7%. Il faut savoir que pour janvier prochain, les mutuelles annoncent entre 6, 8, voire 10% d'augmentation de complémentaires santé. L'ASPA va augmenter de 2,5%. Donc vous voyez, en fixant les cotisations sur l'ASPA, on a résolument contraint les cotisations de façon à faire en sorte que eh bien, les budgets des conseils départementaux ne soient pas fortement impactés et soient également maîtrisés. Cette démarche, elle est bien sûr destinée à être pérenne. On n'a pas voulu mettre en place une offre sur 2 ans et qui s'installerait sur une durée courte. Nous, notre volonté, c'est bien sûr de travailler dans le temps, parce que la population à laquelle on s'adresse est une population fragile, exposée, et qui est inquiète. Et le meilleur moyen de rassurer les gens, c'est de fixer le cap dans la durée. Voilà. Également, une chose qui était importante, c'est que dans le cadre de cet appel d'offres, il y a eu un groupe de pilotage qui a été mis et en place. Et d'ailleurs, Monsieur Henné va vous en parler tout à l'heure. Le 23 septembre dernier, le premier groupe de pilotage s'est réuni à la métropole de Lyon avec les 2 vice-présidents, messieurs Blanchard et Dartigny, qui étaient présents, et puis aussi les techniciens, bien sûr, de la métropole de Lyon, et puis l'ensemble du collectif du mandataire judiciaire qui avait participé à l'appel d'offres. Et donc, le groupe de pilotage est un élément essentiel dans la mise en place de cet appel d'offres parce qu'il participe vraiment à la co-construction de cette démarche. Alors, le 11 août 2022, Soleil a donc remporté à l'unanimité cet appel d'offres porté par les mandataires judiciaires. Et c'était une démarche novatrice, c'était la première fois que ça se faisait en France et citoyenne, dont on mesure aujourd'hui la portée nationale. Parce que aujourd'hui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une dizaine de conseils départementaux qui sont connectés, qui sont intéressés par la démarche et qui souhaitent prolonger cette démarche de co-construction avec les mandataires judiciaires. Voilà. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Henné, qui va nous expliquer bien sûr la démarche adoptée dans le cadre de cet appel d'offres privé, et puis qui ensuite posera quelques questions à Monsieur Mathilde pour préciser les contours du dispositif. Voilà, Monsieur Henné, je vous laisse la parole. Monsieur Morel, merci. J'ai noté que vous avez spécifié ancien responsable du service aide sociale. J'espère qu'à travers ancien, vous évoquez le poste que j'ai occupé jusqu'en mars 2024 et non pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci de me convier à cet échange et à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de parler d'un projet qui a abouti, qui a mis du temps à faire surface, qui a mis du temps à se concrétiser. Mais au bout de 5 ans de réflexion, 5 ans de groupe de travail, d'expertise aussi, puisque nous avons évolué avec l'ensemble des partenaires pour en arriver là aujourd'hui. Donc M. Morel m'a demandé de faire le bilan, puisqu'on est sur la première année de mise en place de ce projet. Donc je vais être relativement court, mais j'espère être efficace. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Sur ce projet qui est en train de faire de petits et qui est amené à être développé et dupliqué dans de nombreux départements. Puisque nous en sommes à la période de bilan, je tiens à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et sans eux, nous ne serons pas là aujourd'hui. Nous ne serons pas là aujourd'hui pour en parler et pour expliquer la façon dont ça se met en place. Alors, je tiens bien évidemment à remercier l'ensemble des mandataires judiciaires pour leur implication, leur persévérance, leur patience, qui ont réussi aussi à se constituer en collectif, qui a porté cet appel d'offres. Je remercie bien évidemment les directions et vice-présidents de la métropole de Lyon, qui ont toujours soutenu la démarche, qui s'est concrétisée par une délibération en assemblée, la signature d'une charte d'engagement.
Bien évidemment, je remercie aussi les deux collègues qui ont porté avec moi ce projet, Siam et Élise, qui doit être aussi connecté. Et ensuite, euh, euh, bon, les établissements, nos partenaires institutionnels qui s'approprient aujourd'hui ce projet, puisque sans eux, ce projet n'existerait pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec l'ensemble des partenaires locaux sur ce qui fonctionne, sur ce qui a été mis en place. Et si la métropole a aujourd'hui accepté de développer et de porter cette démarche, c'est parce qu'elle a cru en ses partenaires et elle a entendu aussi les différentes revendications et alertes qui étaient faites. Alors, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? La métropole, donc très rapidement, je vais vous expliquer un peu la genèse de cette réflexion et de ce projet. La métropole, en 2018, un peu sur la pression, alors on parle toujours de pression positive, de la Fédération des mandataires judiciaires indépendants, de déplafonner la prise en charge de la mutuelle qui, jusqu'à présent, était plafonnée sur le montant de l'ASPA. La Fédération des mandataires judiciaires nous a alertés sur la difficulté pour tous les bénéficiaires de l'aide sociale de maintenir à l'équilibre leur budget et de nous alerter sur le laisser à disposition qui ne permettait pas de faire face à toutes leurs dépenses. Et parmi toutes ces alertes, il y a différents critères, différentes dispositions qui ont été mises sur la table. Et nous avons décidé de retenir la mutuelle, puisque cette mutuelle qui avait été déplafonnée n'apportait pas satisfaction. Ce qui veut dire que les 50 euros qu'on laissait dans la poche du résident étaient utilisés pour payer tout un tas de factures. Donc avec les mandataires judiciaires, on a activé le levier mutuel en se disant, la métropole a injecté 1,7 million d'euros sur une année pour déplafonner. Et un an après, le résultat n'était pas satisfaisant. Donc il était urgent d'apporter une autre réponse. Alors on n'est pas seulement là pour évoquer les dépenses budgétaires, mais ça a aussi son importance. Il était hors de question d'injecter 1,7 million d'euros tous les ans. Donc le montant moyen de mutuelle lors du déplafonnement avait été estimé à 125 euros. Un an après, on se rend compte que des mutuelles dépassaient allègrement les 200 euros pour une moyenne à peu près à 140 et 145. Et ces mêmes mandataires judiciaires qui avaient œuvré pour le déplafonnement, entendu par la métropole, nous alertait à nouveau en disant bah, ce n'est toujours pas satisfaisant, le laisser à disposition est impacté pour tout un tas de dépenses. Voilà. Donc le levier mutuel, le levier couverture santé. Alors moi j'aime bien prendre l'exemple de la feuille blanche. On a pris le temps avec les mandataires judiciaires, hein, comme je vous l'ai dit, 5 ans de réflexion pour en arriver là aujourd'hui, mais finalement ça valait le coup de persévérer, ça valait le coup d'être patient, puisqu'aujourd'hui la satisfaction est grande, non seulement d'avoir abouti, mais surtout d'avoir apporté une réponse aux besoins des résidents, bénéficiaires d'aide sociale, et aujourd'hui résidents payants qui sont hébergés en établissement, quel que soit leur statut, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc nous avons pris une feuille blanche, j'aime bien donner cet exemple-là, et nous avons noté sur cette feuille blanche toutes les prestations qui constituent les besoins d'une personne hébergée en établissement. Alors nous avons retiré de cette feuille blanche quelques prestations qui ne figuraient pas dans un contrat de couverture santé, comme par exemple les frais de blanchisserie. Par contre, nous avons intégré des prestations qui étaient prises en charge par ailleurs sur d'autres plans dépenses par tous ces résidents, d'où l'impact sur le laisser à disposition. Alors, je retiens deux interventions qui ont incité la métropole à s'interroger sur sa démarche, sur son dispositif aide sociale. L'intervention d'une mandataire judiciaire qui a intégré par la suite le collectif, hein, donc je parle d'Yvonne Ray, qui lors d'une réunion à la préfecture, lorsque je présentais le dispositif aide sociale, s'est adressé à moi et m'a dit Monsieur Henné, vous travaillez à la métropole de Lyon, vous avez déplafonné aujourd'hui la prise en charge de la mutuelle, vous devez être bien meilleur que ça, et j'ai des exemples à vous soumettre. Alors évidemment, j'ai été alerté, alors qu'on avait plutôt répondu à la demande des mandataires judiciaires qui avaient obtenu ce déplafonnement de la mutuelle, et cette mandataire judiciaire m'alertait sur le fait qu'on pouvait faire mieux. Bon. Et elle l'a rajouté en disant c'est aussi l'utilisation de l'argent public et vous devez l'utiliser à d'autres égards. Et la deuxième intervention, c'est aussi le président de la Fédération des mandataires judiciaires de la région Rhône-Alpes-Auvergne qui, par le biais de son groupe, a exercé souvent des pressions, comme je vous l'ai dit en amont, et nous a fait des propositions pour augmenter et améliorer le reste à vivre des bénéficiaires aide sociale. Donc ces deux pressions nous ont conduit à réfléchir
sur une évolution de notre dispositif aide sociale et donc modifier la prise en charge de la couverture santé. Alors pourquoi la couverture santé? Parce qu'il y a un enjeu majeur sur la couverture santé. Le fait de le dire est réel pour tout le monde. Par contre, euh, comment faire évoluer la prise en charge d'une couverture santé d'un bénéficiaire aide sociale ou d'un résident en établissement? Aucune collectivité jusqu'à présent s'était penchée sur cette problématique-là. Et nous avons été, à la métropole de Lyon, les premiers à se soucier de cette couverture santé qui pouvait être améliorée. Alors quand je dis qui pouvait être améliorée, c'est-à-dire nous avons souhaité faire venir les organismes de santé, de mutuelles, dans notre champ de l'action sociale. Alors que jusqu'à présent, et je l'ai demandé au mandataire judiciaire, qui signait les contrats après des rendez-vous organisés avec des organismes de mutuelles et c'était le contrat au mieux disant qui a été signé. Ceci dit, il n'y avait pas eu de prise en charge globale, il n'y avait pas eu de réflexion autour des besoins d'une personne qui est hébergée en établissement. Alors on peut très bien, et vous pouvez bien l'imaginer, au sein d'un EHPAD par exemple, les mutuelles allant de 40 euros ou la complémentaire santé solidaire jusqu'à des contrats de mutuelle pour 250 euros, alors que les besoins parfois étaient strictement les mêmes, avec une prise en charge dans le cadre de l'AID à 100% pour certains résidents. Donc les collectivités, vous le savez, dans le cadre de l'aide sociale, est amenée à prendre la dépense de la couverture santé accentuée par une décision du Conseil d'État de 2007. Voilà. Ce qui expliquait la décision de prendre en charge et de déplafonner la cotisation mutuelle. Donc à partir du moment où nous avons rédigé avec les mandataires judiciaires ce qu'on pouvait considérer comme un début de contrat de mutuelle, on s'est demandé ce qu'on allait en faire. Est-ce que toutes les prestations que nous avions listées sur ce contrat correspondaient à un contrat de mutuelle? Donc je me suis fait accompagner aussi par des médecins qui ont validé cette démarche et qui ont considéré que le contrat tel qu'il était présenté aujourd'hui, alors nous n'avons rien révolutionné, nous avons essayé de prendre des prestations qui figuraient dans tout un tas de contrats pour en constituer un seul, avec des dépenses qui pouvaient être amenées à payer par ailleurs sur le laissé à disposition du résident. Donc nous avons englobé toutes ces prestations au sein d'un seul contrat. Et finalement, après plusieurs réflexions, plusieurs réunions avec les mandataires judiciaires, nous avons décidé de lancer un appel d'offres. Alors, est-ce que la métropole avait la capacité de lancer cet appel d'offres? Finalement, non. En tout cas, elle ne l'avait pas fait. Notre service juridique ne nous a pas conseillé d'engager cette démarche-là. Donc, ce sont les mandataires judiciaires qui se sont constitués en collectif. Je les remercie encore. Sans ce collectif-là, nous n'en serons pas là aujourd'hui et l'appel d'offres n'aura pas pu être mené. Nous avons sollicité 86 ou 87 organismes de mutuelles donnés par la sécurité sociale. Nous leur avons envoyé le contrat, accompagné bien sûr d'un courrier explicatif et d'une grille d'analyse, puisque l'objectif de l'appel d'offres était de pouvoir noter les offres que nous avions reçues. Alors, ce collectif est représentatif de toute la population et de tous ces résidents qui sont hébergés en établissement, quel que soit leur statut, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient en situation de handicap. Alors, comme M. Morel l'a dit tout à l'heure, ce qui était essentiel pour nous, et ça paraît, je crois qu'il y a un slide suivant avec toutes les prestations qui figurent au contrat et tous les critères qui permettaient aux organismes de savoir sur quoi ils allaient être jugés, on peut se rendre compte que le tarif n'était pas le critère essentiel, principal de notre projet, puisque nous avons toujours mis en avant la nécessité d'améliorer la prise en charge des personnes qui sont considérées comme vulnérables et fragiles en établissement. Voilà. Donc on est à peu près à 5% de la note sur le tarif. Donc il peut aussi y avoir des surprises, tout en espérant bien sûr qu'avec le lancement de l'appel d'offres, on allait avoir des tarifs concurrentiels. Donc rapidement, sur ce tarif-là, alors évidemment, il peut y avoir un appel d'offres avec des prix cassés. La première année, subir une augmentation très importante. L'année suivante, de 10 à 20%, comme ça se passe actuellement et depuis quelques années. Donc on a voulu aussi avoir certaines garanties. La métropole ne peut pas s'engager sur une période aussi longue. On a pérennisé le contrat sur 5 ans, ce qui figure dans la charte d'engagement. Et on a souhaité pérenniser ce contrat. Donc on a demandé aux organismes de mutuelles de faire des propositions et d'avoir une lisibilité du coup à 5 ans. Donc c'était un mode de pression très important. Et certains organismes ont joué le jeu et d'autres non. Ceux qui n'ont pas joué le jeu n'ont pas été retenus. L'autre critère essentiel, hormis le coût, était la qualité de la prise en charge. Donc s'assurer que toutes les prestations qui figuraient au contrat pouvaient être prises en charge par l'organisme de mutuelle. Voilà. Alors cet appel d'offres a été lancé
de deux manières. La première manière, sur une communication écrite avec une réception de tous les contrats. Donc 7 organismes se sont positionnés, ce qui était une agréable surprise. 7 organismes ont été positionnés, 4 ont été retenus, 1 s'est désisté et 3 ont été reçus par le collectif des mandataires judiciaires, donc les 5 mandataires judiciaires qui, pendant 2 heures, ont échangé à la fois sur la proposition du contrat avec l'organisme et puis poser des questions aussi sur l'organisme, sur la pérennité, sur un engagement, sur les valeurs aussi qui étaient portées par cet organisme-là. Donc un élément essentiel, on ne souhaitait pas avoir une plateforme, on ne souhaitait pas avoir un numéro de téléphone sur une bande enregistrée qui nous orientait sur un autre service, mais avoir des personnes en direct. En tout cas, c'était important d'avoir pignon sur rue. Ça faisait partie aussi des critères de sélection. Et puisque nous sommes à Lyon, nous avons souhaité aussi que l'organisme soit présent sur Lyon, de façon à ce qu'on puisse engager un partenariat par la suite. Alors, un élément important pour une collectivité, en termes de lisibilité, il était essentiel pour moi de retenir dans le cadre de cet appel d'offres un tarif unique, quel que soit le statut de la personne. J'insiste là-dessus. La prise en charge par une collectivité englobe à la fois des personnes qui ont le statut âgé, on parle du vieillissement, des personnes qui sont hébergées en EHPAD, parfois en résidence autonomie quand elles sont moins dépendantes, et des personnes qui sont en situation de handicap hébergées en foyer d'hébergement, foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé. Donc le critère essentiel, c'était que quel que soit le statut de la personne, le tarif de prise en charge était le même. Voilà. Et c'était ensuite aux organismes de mutuelle de nous faire des propositions sur des variations ou sur des prises en charge adaptées à l'un et à l'autre. Voilà. Donc là, Monsieur Morel vous transmet le résultat de l'appel d'offres. Donc c'est une réelle satisfaction d'avoir pu retenir un organisme. Et c'est ce que je disais aux mandataires judiciaires, hein, quand nous avons organisé les groupes de travail et les réunions d'échange. C'est toujours difficile et c'est toujours délicat de choisir parmi plusieurs organismes, puisque il est beaucoup plus classique et beaucoup plus simple de pouvoir travailler avec plusieurs organismes. Entièrement d'accord avec cette proposition qui avait été faite. Par contre, lors d'un appel d'offres, on retient toujours celui qui est arrivé en tête. Ce qui ne signifie pas que les autres sont moins bons, en tout cas, ou ils ont raté ce concours-là, cette première épreuve de l'appel d'offres, quitte à s'améliorer et à répondre aux commandes les années suivantes. En tout cas, on doit toujours retenir. Donc je prenais l'exemple d'une compétition sportive. Lors d'une finale entre 2 équipes, il y en a forcément une qui gagne. L'autre n'a pas forcément été moins bonne, mais en tout cas, sur cet exercice-là, sur ce match-là, il y en a une qui l'a emporté. Donc on a retenu ça, et c'est ce qu'on s'est dit avec les mandataires judiciaires, on retient celui qui a gagné. Voilà. Donc la métropole a obtenu l'unanimité lors de ce vote. Les 5 mandataires judiciaires se sont positionnés sur le contrat de Soleil. C'est pour cette raison qu'on en est là aujourd'hui. Donc qu'allait faire ensuite la métropole de ce contrat et de ce tarif? Donc la métropole a décidé, plutôt que de payer des mutuelles exorbitantes à des coûts de plus de 150 € tout à fait injustifiés, la métropole a décidé de prendre en charge la couverture santé sur la base du coût de ce tarif-là. Donc lorsque l'appel d'offres a été lancé, le tarif était à 74,80 € mensuels. Donc la métropole a décidé de ne pas payer plus que ces 74, puisque c'est ce contrat qui est arrivé premier. Voilà. Donc comme on le dit souvent, pourquoi payer plus cher alors qu'on peut avoir un contrat moins cher avec de meilleures prestations. C'était tout à fait l'enjeu de cet appel d'offres. Alors, là vous avez un rappel un peu de l'histoire de notre réflexion. Nous avons commencé en 2018, lorsque les mandataires judiciaires ont demandé à la métropole de s'interroger sur la prise en charge de la couverture santé et d'une manière plus globale du dispositif aide sociale qui aujourd'hui n'était pas satisfaisant. La métropole a entendu cet appel-là, donc on a, comme je l'ai dit, activé le levier de la couverture santé. Nous avons lancé un appel d'offres extrêmement long à mettre en charge, donc je remercie encore Siam et Élise qui ont porté ce projet avec moi, qui ont levé tous les obstacles juridiques et logistiques pour qu'on puisse confier cette tâche et cette mission au collectif des mandataires judiciaires, qui a accepté de jouer le jeu et qui a accepté d'aller jusqu'au bout de la démarche, et je leur remercie encore. Voilà. Donc les vice-présidents de la métropole, M. Artini et M. Blanchard, se sont appropriés ce projet qu'on considère comme un projet pionnier en France et un projet d'intérêt général dont les principaux bénéficiaires sont les résidents en établissement. Alors bénéficiaires aide sociale dans un premier temps, et puis résidents tout court dans un second temps, puisque j'ai évoqué les EHPAD et les établissements tout à l'heure. Les EHPAD aujourd'hui s'alertent eux-mêmes et s'interrogent quand un montant de mutuelle est supérieur au tarif qui est proposé par Solae. Donc de nombreux EHPAD
envoie les résidents et les familles des résidents sur des contrats moins chers. Alors pour un bénéficiaire social, il n'y a plus de reste à charge, bien sûr, pour le résident, puisque la cotisation est prise en totalité en charge par la métropole de Lyon. Par contre, pour le résident payant, qui parfois n'a pas plus de moyens que le bénéficiaire aide sociale, cette prise en charge-là lui permet d'augmenter son laissé à disposition. Voilà. Donc alors ça s'est traduit par une délibération le 24 avril 2023 et la signature d'une charte d'engagement. Alors pourquoi une signature de charte d'engagement? Parce que le projet, même s'il est abouti, n'est pas terminé. Nous sommes à l'orée d'un autre dispositif, et quand je parle d'un autre dispositif, c'est comment aujourd'hui déployer ce projet auprès des autres, notamment collectivités. Alors j'ai été régulièrement contacté moi par d'autres départements qui avaient eu un peu vent de ce projet-là et qui m'ont demandé comment la métropole de Lyon s'y est prise pour porter ce projet. Donc cette signature est le début d'une nouvelle ère en termes de prise en charge des personnes à l'aide sociale et des résidents en établissement, et une appropriation de ce dispositif à la fois par les EHPAD et par les autres départements. Alors, si on s'est un petit peu amusé aussi à constituer un bicast. Vous connaissez le principe de bicast, c'est de noter des mots, des phrases sur un logiciel, et le nombre de mots apparaît, en tout cas ceux qui ont eu le plus de votes apparaît sur un écran. Donc voilà, donc, si on constitue aujourd'hui un bicast, on peut retenir que ce projet est noble et ambitieux. Alors, c'est toujours bon, non pas de s'auto-congratuler, mais en tout cas d'être fier d'un projet qui aboutit et qui est aujourd'hui porté par à la fois d'autres collectivités, d'autres partenaires, et qui est approprié. Ce n'est pas le projet de la métropole, encore moins celui de Clément Henné et des deux collègues là, qui l'ont porté avec moi, mais c'est aussi le projet de résidents qui nous remercient tous les jours parce que leur laissé à disposition n'a pas été impacté par des couvertures santé à des prix exorbitants. Donc c'est une démarche novatrice. On est les premiers en France à avoir mis en place ce type de projet. Et je fais une petite allusion à la DGA que j'ai pu rencontrer grâce à Madame d'Alessandro à Lille, que je remercie chaleureusement d'ailleurs pour son accueil. J'ai pu passer une journée à Lille et échanger avec les mandataires judiciaires à toutes les fédérations et assister à la signature de la charte d'engagement. Voilà, je précise aussi que Madame d'Alessandro a eu connaissance du projet et a souhaité venir me rencontrer à Lyon pour échanger sur ce projet. Et donc je me réjouis que le département du Nord ait aujourd'hui dupliqué cette démarche-là. Voilà. Donc c'est une solidarité PAPH, solidarité, c'est-à-dire que quel que soit le statut de la personne, la prise en charge de la couverture santé est la même, ce qui veut dire qu'on ne répond pas aux sirènes de certains organismes de mutuelles qui avaient tendance à privilégier notamment la prise en charge couverture santé d'une personne âgée au détriment d'une personne en situation d'handicap dont la prise en charge était peut-être plus coûteuse. Voilà. Donc c'était essentiel pour nous, c'est un argument qui était important et on voulait absolument que cet argument soit pris en compte par les organismes de mutuelles. Hors de question d'avoir un contrat à 60-70 euros pour une personne âgée et subir une prise en charge de 150 à 200 euros pour une personne en situation de handicap. Voilà. Donc c'est un partenariat, seul on n'y serait jamais arrivé. La métropole seule aurait continué à déplafonner la prise en charge de la couverture santé, quitte à s'entendre dire lors de chaque réunion, vous êtes à la métropole et vous devez être capable de faire mieux et vous devez être capable de mieux utiliser l'argent public. Voilà. C'est une responsabilité, donc responsable de par les personnes qui ont porté ce projet, et puis la notion de contrat responsable aussi, c'est l'engagement au service des personnes les plus fragiles d'entre nous. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu un nombre d'appels incroyable, de courriers aussi, de familles, de conjoints d'une personne qui était à l'établissement et qui m'a remercié, même si l'économie n'était que de 10 euros par mois, remercié d'avoir travaillé, d'avoir réfléchi pour eux, alors qu'ils se sentaient démunis et face à des machines, face à des lobbying et face à une couverture santé qu'ils ne maîtrisaient plus. Voilà. Penser différemment. Alors pourquoi se penser différemment? Parce que les mandataires judiciaires, je vais dire, ont un peu acculé dans les corps de la métropole, c'est que nous ont incité la métropole, une collectivité, à penser différemment, à de réfléchir sur la mise en place d'un dispositif aide sociale qui, loin d'être satisfaisant, pouvait être amélioré. On a réussi à le faire, en tout cas, dans le cadre de cette couverture santé. Puis c'est une première en France. C'est une première en France parce que, comme tout ce qui est premier en France, tout ce qui est pionnier est long à se mettre en place. Et nous avons réussi à le faire grâce à l'implication et à la persévérance de chacun, en tout cas de tous les acteurs. Alors c'est un cercle vertueux, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de perdant. C'est rare qu'il n'y ait pas de perdant, mais en tout cas là, il n'y a pas de perdant. On peut dire si ceux qui ont été perdants, ce sont les organismes de mutuelles qui n'ont pas réussi à être premiers et à remporter cet appel d'offres, mais ils s'amélioreront peut-être pour la prochaine fois ou pas. En tout cas, nous, on s'engage dans une voie contractuelle avec
Soleil, hein, qui a réussi cet appel d'offres. Alors quand je vous dis qu'on s'engage dans cette voie-là, c'est qu'aujourd'hui, Soleil régulièrement écoute les préconisations et les demandes des mandataires judiciaires. C'est mentionné dans la charte d'engagement. Monsieur Morel a évoqué tout à l'heure le groupe de pilotage. Oui, le groupe pilotage est là pour arbitrer en fonction des satisfactions, en fonction des préconisations et de demandes aussi faites par les résidents, les familles, les mandataires judiciaires, voire les professionnels. Comment continuer à poursuivre cette action et améliorer la prise en charge des personnes les plus fragiles en établissement. Donc les bénéficiaires de l'aide sociale, aujourd'hui, sont mieux protégés. Les résidents aussi souscrivent à ce contrat parce qu'eux aussi sont intéressés, comme je vous l'ai dit. Donc le collectif des MJPM qui a mené un travail remarquable, donc là, M. Morel l'a encore noté là dans le PowerPoint, il a bien raison, sans eux, on n'en sera pas là aujourd'hui. Alors pourquoi les MJPM? Les MJPM parce que ce sont les professionnels qui signent les contrats et qui sont experts de tous ces contrats mutuels. En tout cas, moi, sans être trop prévoyant, je me suis appuyé sur leur expertise et donc on leur a fait confiance aussi pour mener ce projet jusqu'au bout. Voilà. Alors certains MJPM disaient oui, mais on ne peut pas non plus choisir que le contrat de Solae, puisque le juge qui nous confie des mesures nous demande aussi la pluralité, donc de piocher dans les différents contrats qui sont proposés par différents organismes de mutuelles. C'est vrai. Par contre, on peut toujours s'appuyer derrière l'appel d'offres, qui est une nouveauté en France. Si le juge vous interroge, je vais dire, bah voilà, moi j'ai choisi Solae parce qu'il a répondu à un appel d'offres qu'il a remporté. Voilà. Donc l'économie a été dégagée, bien sûr, par la métropole, donc tout ça reste à évaluer, mais on était à peu près sur 4 millions, à la fois sur une augmentation de dépenses dans le cadre des personnes en situation de handicap, augmentation des recettes par contre dans le cadre des personnes en situation de handicap, et puis diminution de la dépense aide sociale, bien évidemment, puisque un contrat à 140 euros et un contrat à 80 euros, la différence était prise en charge par l'aide sociale, donc il y a une économie qui sera réalisée, qui sera forcément injectée sur d'autres leviers de façon à diminuer les dépenses qui incombent aux bénéficiaires d'aide sociale et aux résidents en établissement. Voilà. Et puis pour répondre aussi à certains mandataires judiciaires et certaines personnes qui nous disent mais vous devez mieux utiliser l'argent public, je crois que c'est une magnifique réponse, c'est qu'aujourd'hui on a pu encadrer la prise en charge d'une couverture santé, c'est-à-dire qu'on a fait venir dans notre champ de l'aide sociale des organismes de mutuelles qui ne nous connaissaient pas et qui ont découvert comment fonctionnait la prise en charge d'une personne âgée en situation de handicap hébergée en établissement. Voilà. Alors pourquoi une voie nouvelle? Parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est un début. Hein. Donc c'est un projet qui a été porté par la métropole de Lyon, qui aboutit, qui est en train aujourd'hui d'être dupliqué par d'autres collectivités. Et je retiens ce que m'avait dit DGA au conseil départemental du Nord, m'a dit quand il y a des bonnes idées ailleurs, on les prend. Donc votre idée est bonne, donc on va la dupliquer. Et c'est ce qui s'est passé en 2024 et récemment lors de la signature de la charte d'engagement avec le conseil départemental du Nord. Alors, ce n'est pas, je ne vais pas me répéter, mais très rapidement, ce n'est pas la métropole qui a porté ce projet, puisque seule, elle n'a pas eu l'idée de le faire. Ce sont les partenaires, notamment les fédérations MJPM et les MJPM de tous bords aussi, qui nous ont alertés sur la prise en charge de leurs protégés qui aujourd'hui n'était pas satisfaisante. Donc ils ont utilisé le levier aide sociale pour faire évoluer la prise en charge d'une couverture santé. Donc ça se traduit par un partenariat très riche. Sans ce partenariat, on n'en sera pas là aujourd'hui, donc c'est une vraie satisfaction et c'est ce qui doit amener aussi les collectivités à communiquer et à travailler avec les partenaires. C'est-à-dire quand on travaille avec les partenaires, c'est qu'on les écoute, on leur fait confiance et on avance ensemble. Voilà. Donc ça se traduit par une charte d'engagement avec un engagement tarifaire sur 5 ans selon l'évolution de l'ASPA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut pratiquement évaluer le coût de la cotisation mensuelle mutuelle à 5 ans. Alors que le comité de suivi est là pour réguler la mise en place de ce contrat, est là pour vérifier que Soleil respecte aussi ses engagements, n'augmente pas la tarification ou ne suspend pas certaines de ses prises en charge d'une année sur l'autre sans en avertir le collectif et la métropole. Donc ça, c'est l'objectif de la charte d'engagement et chacun doit respecter ses propres engagements. Voilà. Donc dans le comité de suivi, ce qu'on appelle aussi le groupe pilotage, on a les 2 vice-présidents de la métropole. On a bien sûr la représentation de la direction via l'établissement et direction de la métropole de Lyon. Le collectif des MJPM qui a été représenté par M. Mathil, qui était l'un des premiers à m'avoir sollicité lorsqu'il était président de la Fédération des mandataires judiciaires indépendants et à m'alerter sur un dispositif aide sociale qui n'était pas satisfaisant. Voilà. Et puis bien sûr l'organisme Solae qui est là aussi pour nous donner des chiffres, nous dire combien de contrats ont été signés, quels sont les retours faits par à la fois les mandataires judiciaires et par les résidents, puisque ce sont
eux qui accueillent et qui renseignent directement les résidents. Hein. La métropole n'est pas là pour donner des informations sur ce contrat qu'elle n'a pas créé. Alors il y a le bilan qualitatif et quantitatif, hein, c'est ce qui a été évoqué lors de la réunion bilan, avec une satisfaction générale, ça on l'aurait su, hein, avec 1 an de mise en place. Aujourd'hui on peut dire, et je peux vous le dire, je n'ai eu que des retours positifs, à la fois des EHPAD, des mandataires judiciaires et des résidents, des familles de résidents. Ce qui était révélateur pour moi, c'était l'appropriation par les établissements de ce contrat qui n'hésitent pas à le proposer aujourd'hui aux familles des résidents. Et j'ai même cru aussi comprendre que les collaborateurs de Solae étaient sollicités pour intervenir dans le cadre du conseil vie sociale des EHPAD, c'est-à-dire que les EHPAD aussi ouvrent la porte aux collaborateurs de Solae pour expliquer comment fonctionne un contrat d'assurance, ce qu'est un contrat d'assurance, donc de mutuelle, conséquence. Voilà. On n'est pas seulement là pour vendre des contrats, parce que moi je vends aucun contrat, on est là pour porter un projet, et les collaborateurs de Solae sont là aussi pour informer, renseigner les personnes sur la constitution d'un contrat, quelles sont les prises en charge, pourquoi on prend tel type de dépense et pas tel autre. Voilà. Donc il y a un vrai échange aussi, on essaye de démocratiser la notion de prévoyance et de couverture santé à travers ce projet de mutuelle. Donc le bilan quantitatif, il y a une bonne adaptation du contrat, avec des prestations annexes qui ont été intégrées au contrat. Alors il y a médecin expert, il y a pédicuriste en particulier. Je retiens aussi les piles pour les appareils auditifs, qui avait été une demande très forte des mandataires judiciaires. Donc toutes ces prestations figurent au contrat. Et manifestement, elles sont bien utilisées et Solae peut en témoigner. Voilà. Donc ce qui est aussi important, et on a eu aussi ce type de questionnement, c'est que ce contrat n'est pas intégré, n'est pas indexé sur les dépenses de santé, sinon le coût aurait été exorbitant et exponentiel d'une année sur l'autre. Non, il est seulement indexé sur l'évolution de l'ASPA. Donc aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction, au bout d'1 an, d'entendre que le contrat est à l'équilibre entre le PA et le PH et que ce coût permet à ce contrat de vivre et de fonctionner. Alors, je profite aussi, parce que c'est un peu ma conclusion. Bah oui, bien sûr, je remercie l'équipe Solae et M. Morel d'avoir été l'inventeur de ce contrat, parce que sans ce contrat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci de votre accueil. Donc, Monsieur Mathilde, bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez été un peu l'un des pionniers dans la mise en place non pas de ce contrat, mais de cette réflexion. Vous avez souvent alerté la métropole de Lyon, et je me rappelle vous avoir reçu régulièrement dans mon bureau. Bon, quand je parlais de pression, c'était une pression qui était toujours positive, parce que vous soutenez aussi les intérêts de vos protégés. Et la métropole vous a entendu, parce que les arguments étaient sincères, étaient transparents. L'objectif, ce n'était pas d'obtenir plus pour avoir moins, c'était quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour améliorer la prise en charge de vos protégés. Donc nous vous avons entendu. Vous avez participé aussi à toutes ces réflexions. Vous n'avez pas intégré le collectif des mandataires judiciaires. Par contre, moi, j'ai quelques questions aussi, parce que c'est important d'avoir votre avis. Donc, j'ai évoqué que nous avions activé le levier de la couverture santé et donc de la mutuelle sur ce projet-là. Donc, quelle est la place de la mutuelle dans votre travail de MJPM au quotidien? Merci, Monsieur Henné. La place de la mutuelle pour les majeurs protégés, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que le mandataire judiciaire a mis en place une protection. Une mutuelle, c'est avant tout une protection. Et donc, effectivement, c'est un des éléments de la protection des personnes qui sont accueillies en établissement, qui sont généralement les plus vulnérables. C'est aussi pour ça qu'ils sont protégés. Et donc, s'intéresser à la mutuelle, c'est aussi s'intéresser à comment on va pouvoir protéger. On ne protège pas physiquement, mais on est bien dans une protection dans le soin, dans la prise en charge de la personne, dans la prise en charge de ses besoins et être à l'écoute de ses besoins. Donc si on schématise globalement, mettre en place un contrat de protection, c'est avoir, si vous prenez l'exemple du bouclier, le bouclier, il faut qu'il soit calibré à la dimension des besoins de la personne pour qu'elle le protège de manière correcte. Néanmoins, il est toujours compliqué pour tout le monde de lire un contrat de garantie mutuelle. Et donc trouver un contrat adapté, c'est quelque chose de immensément compliqué. Il y a nécessité, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes, parce que les mandataires judiciaires sont avant tout des généralistes, de s'appuyer sur l'expertise de certains collègues, confrères, d'assureurs, de mutuelles, pour trouver quelque chose qui soit adapté. Et je dirais qu'à chaque major protégé, il y a nécessité en fonction
de sa situation patrimoniale, de ses risques, que ce soit de la psychiatrie, que ce soit dans le monde du handicap, d'avoir un produit qui soit adapté. Aujourd'hui, par le passé, la métropole déplafonnait effectivement, donc on peut avoir des contrats qui étaient très 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 coûteux, et des personnes majeures protégées en curatelle renforcée disaient oui, mais je veux garder ce contrat mutuel parce que c'est celui de mon entreprise et qu'elle avait eu l'habitude depuis 30 ans d'être dans ce contrat-là. Il faut savoir que ces contrats peuvent avoir une dérive inflationniste et avec des coûts exorbitants. Et il faut juste savoir que en France, il y a une idée reçue, c'est que le coût est le corollaire de la garantie. Non. Il y a souvent une décorrélation entre un coût et des vraies garanties. Et les vraies garanties adaptées et le vrai coût, c'est celle du contrat qui ne va prendre en charge que de la garantie faite pour le majeur protégé, faite pour la personne à protéger. Je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mandataires judiciaires, si on lit nos tableaux de garantie, qui ont encore pour des personnes âgées en établissement des couvertures liées à la maternité. Donc ce sont des risques pour lesquels on paye une cotisation et qui n'est pas nécessaire. Donc le mandataire judiciaire doit faire attention et lire correctement les tableaux de garantie, d'où la nécessité d'aller voir la métropole en disant il faut que l'argent public soit bien dépensé, mais pas que pour la collectivité, mais également que les majeurs protégés soient bien assurés. Alors, je vous remercie. Alors ça, on a bien entendu, parce que votre fédération était extrêmement active, hein, à la fois dans le portage et l'animation de ce projet. Et vous, à titre personnel, vous avez largement contribué à la rédaction de ce contrat. Donc, aujourd'hui, cela a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres. Moi, j'ai une question extrêmement simple. Donc, vous avez choisi de travailler automatiquement ou mathématiquement avec Solae sur la mise en place de ce contrat. Donc, je souhaitais savoir tout simplement comment vous avez travaillé avec vos équipes et comment s'est mise en place cette collaboration avec Solae. Comment vous proposez les contrats? Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement est-ce qu'il y avait une différence entre l'avant, portage, appel d'offres privé, Solae, et puis maintenant? Avant, effectivement, l'appel d'offres mis en place et la libération de la métropole de Lyon, je ne travaillais pas avec Solae. Je ne connaissais pas cet organisme, tout simplement. Il y a un collectif dont je ne faisais pas partie qui a effectivement mis en place un cahier des charges avec la métropole. Ils ont répondu, donc ils ont gagné entre guillemets. Hein. Enfin, c'est l'organisme qui a le mieux répondu, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et c'était quelque chose de satisfaisant de regarder qu'un organisme de prévoyance proposait des garanties qui soient adaptées vraiment à tous les types de populations que nous protégeons, nous mandataires judiciaires, services, préposés d'établissement, mandataires exerçant à titre individuel. Donc, ce qui a été très simple, c'est de dire, pour les personnes qui étaient à l'aide sociale, dans un premier temps, j'ai pris les tableaux de garantie du contrat qu'ils avaient, j'ai pris les tableaux de garantie sur les prévoyances. Ça prend du temps parce que c'est des choses qui sont compliquées à lire quand on n'est pas initié. Je les ai comparées et je me suis aperçu que sur les 13 personnes dont j'avais la charge et qui sont PA ou PH à l'aide sociale, pour l'ensemble des contrats, c'était à la fois le contrat le moins cher, mais à la fois le contrat qui donnait le plus de garanties. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille sur 12 ou 13 personnes majeures protégées avec des garanties Solae. Alors, ça s'est fait de manière très simple, parce que Solae, on les joint par téléphone, on les joint par mail, on a des réponses immédiates, on a des interlocuteurs face à nous. La petite équipe qui vous répond au téléphone, elle ne me connaît pas personnellement, mais elle connaît l'attente et les besoins des mandataires, mais également des familles, parce que des familles, dans mon entourage, il y a des gens qui ont pris cette mutuelle-là pour des gens qui ne sont pas à l'aide sociale et qui sont pertinentes en termes de réponse. On n'a pas des interlocuteurs dédiés en tant que mandataire, mais effectivement, on a des gens qui répondent à nos préoccupations et on a des gens qui comprennent, qui savent ce que c'est qu'un mandataire judiciaire et comment on peut mettre en place un contrat. C'est à la fois très simple parce qu'en plus de ça, une fois qu'ils ont fait l'analyse de notre besoin, et ben très clairement, toutes les signatures sont dématérialisées. Ça va très très vite. On télécharge la pièce d'identité du majeur protégé, le jugement pour savoir ce qu'on a le droit de signer ou s'il faut qu'il co-signe, l'attestation de droit CPM, et après c'est parti. Et en 24 heures, vous avez tout ça
avec la carte de mutuelle sur votre espace adhérent qui a été créé et qui vous est dédié en tant que mandataire. Donc c'est des choses qui sont rapides, efficaces. Vous retrouvez sur votre espace adhérent les cartes de mutuelle qui vous sont aussi envoyées sous format papier, bien entendu. Et puis vos tableaux de garantie et votre échéancier annuel. Donc les choses sont effectivement très simples pour le mandataire judiciaire qui, pour celui qui a envie de mettre tous ses œufs dans le même panier, peut le faire chez Soleil, mais ça évite effectivement une multiplicité d'interlocuteurs avec une interface très simple et des gens qui vous répondent au téléphone de manière conviviale et pertinente. Merci, M. Mathilde. Donc, je sais que vous êtes un mandataire judiciaire actif, et je vous écoutais d'ailleurs religieusement quand vous exprimiez sur la notion de couverture santé en réunion, et j'en découvrais tous les jours grâce à vous. Alors, vous êtes mandataire judiciaire, mais vous êtes aussi président de la Fédération des mandataires judiciaires indépendants de la région Rhône-Alpes. À titre personnel et à titre de représentant d'une collectivité territoriale, comme la métropole de Lyon qui a porté ce projet, j'aurais aimé que vous puissiez aussi nous dire, non pas ce que vous pensez du contrat, parce que vous l'avez très bien exprimé, mais du projet et de ce partenariat qui a été mis en place avec une collectivité. Alors, dans les mots que vous avez présentés il y a quelques minutes, effectivement, je pense que quelque chose, c'est une innovation. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la société civile, des gens qui consomment des prestations d'une collectivité territoriale, donc ici la métropole de Lyon, qui disent on peut mieux faire. Et je pense qu'on est dans une société où on peut être tous acteurs du changement. Et donc, effectivement, il a paru normal d'interpeller ce qui nous paraissait anormal. Vous avez été à l'écoute et on a pu faire changer des choses. Après, effectivement, en tant que président de la Fédération de mandataires judiciaires indépendants en Rhône-Alpes, j'échange avec mes collègues d'autres départements, parce que moi je ne travaille que en tant que mandataire judiciaire sur les ressorts de Lyon et de Villeurbanne. J'échange avec des gens d'autres départements et qui disent « Ah, mais effectivement, c'est intéressant ». Et le but de mutualiser, on a créé quelque chose, on a co-construit quelque chose sur la métropole de Lyon. Je pense que ça coule de source, que les barrières qu'on a été capable de franchir, les barrières qu'on a su aplanir, finalement, si elles peuvent servir à d'autres, eh ben, tant mieux. Je veux dire, c'est un travail qu'on a fait, pas pour nous, il faut juste le savoir, mais vraiment pour les majeurs protégés, pour la collectivité, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui vont pouvoir en bénéficier, pas forcément que des gens sous mesure de protection, hein, évidemment. Mais si effectivement ça fait tache d'huile, alors la métropole de Lyon, on ne peut pas parler d'huile qu'on va déverser, mais si effectivement cette idée se répand un petit peu de partout, on pourra avoir encore plus de satisfaction que ce contrat fonctionne et que je peux qu'engager. Enfin, il y a peut-être des gens qui sont là sur le webinaire qui découvrent cette démarche, mais à être un peu plus curieux et se dire il y a peut-être quelque chose à faire chez moi. Et si je trouve les bons interlocuteurs dans ma collectivité territoriale, peut-être que les choses vont changer. Aujourd'hui, dans ces périodes de vache-mec budgétaire, je pense que l'efficience du denier public, c'est important. Les gens sont mieux garantis et ça coûte moins cher à la collectivité qui va pouvoir réorienter son allocation vers d'autres postes budgétaires aussi pour ces personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, en vous écoutant, je me rappelle aussi d'une phrase là, que vous avez évoquée lors d'une réunion, groupe de travail, pour qu'on puisse aller un peu plus vite et un peu plus loin dans la mise en œuvre de ce projet, notamment d'appel d'offres. Vous avez dit il est important de mettre fin aux rentes de situation de certains organismes de couverture santé qui s'enrichissent sur le dos des bénéficiaires de l'aide sociale, des collectivités et aussi des résidents. Je me rappelle de cette phrase et elle nous a alertés en disant c'est aussi à ce moment-là, en entendant ça de la part de professionnels, que la collectivité a son mot à dire en termes de variable d'ajustement. En se disant finalement il doit exister un tarif unique qu'on qualifie de raisonnable et qui peut être à la base de ce contrat. Donc, je me rappelle de cette phrase que vous y avez tenue. Donc, vous avez été convié lors de la réunion bilan, la première année de la mise en place de ce contrat mutuel fin septembre. Vous avez participé en tant que président de la Fédération des mandataires judiciaires indépendants de la région Rhône-Alpes. Je voulais avoir votre avis sur ce que vous avez ressenti de ce bilan. Qu'est-ce que vous avez à nous dire après être sorti de la salle? Je voulais juste revenir sur l'aspect rente de situation. Oui. Il faut être capable de s'enrichir de notre écosystème, de notre environnement. On a un acteur un jour qui est arrivé sur le marché de la téléphonie mobile et qui a dégommé tout le monde sur les prix. Oui. Et tout le monde a baissé ses prix. Mais on oublie que ces anciens acteurs historiques ont fait leur chou gras pendant des années. Et je me dis, de partout, peut-être qu'il y a d'autres rentes de situation, d'autres entreprises qui vivent bien,
Et effectivement, le système mutualiste, aujourd'hui, est celui qui donne le plus de garanties tant aux collectivités qu'à l'ensemble des gens qui consomment. Et je vous redis, de ma petite expérience, auparavant j'étais DRH, donc j'achetais du contrat mutuel. Et dans cette expérience professionnelle, je me suis rendu compte que acheter de la mutuelle pour des salariés, c'était pas forcément une mariée bien belle et bien rutilante et qui paraissait bien emballée, qui allait donner des vraies prestations pour les salariés. Parce que je considérais qu'un salarié présent, c'était un bon salarié déjà. Pour ça, il ne fallait pas qu'il soit malade, il faut qu'il ait les moyens de se soigner. Donc j'avais pris cette idée-là. Je l'ai transposée, cette idée-là, avec les majors protégés, avec d'autres collègues mandataires judiciaires, et c'est pour ça qu'on vous a interpellé. Voilà, ça c'était important. Moi, ce qui ressort de ce bilan de la métropole, c'est que j'ai vu que des gens satisfaits. Voilà, aujourd'hui, j'ai que des majors protégés qui me disent oh, mais il me reste ça à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin du trimestre. Parce qu'effectivement, emmener quelqu'un chez une consultation où il n'y a pas de bon de transport comme pour un ophtalmologiste ou un ophtalmologue ou un dentiste, il va lui rester quand même ces 100 € de frais de transport en véhicule adapté. Et ça, c'est dérangeant, parce que 100 € sur un reste à vivre de 122 €, ça grève effectivement son budget. 100 €, ils sont pour lui, parce que moi, j'ai juste à scanner la facture de l'ambulance, la transmettre à Soleil, et sous moins d'une semaine, l'argent est revenu sur le compte du major protégé. Donc, lui, il est gagnant. Il en est de même pour les piles, les appareils auditifs. Toutes ces petites prestations, elles ont pu être faites parce qu'on s'est tous mis autour de la table et qu'on a dit qu'est-ce qui grève les budgets des majors protégés et comment ils peuvent être mieux soignés et qu'ils n'aient pas le choix. Qu'ils n'aient pas à choisir, non, je vais me reprendre, qu'ils n'aient pas à choisir entre une dépense ou une autre dépense. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent se soigner. Et c'est en ça qu'il faut remercier la métropole. En tout cas, je ne regrette pas, moi, le jour où j'ai accepté d'ouvrir la porte de mon bureau pour vous écouter, même si c'était forcément un échange un peu plus compliqué parce que vous nous interrogez, vous nous alertez aussi sur toutes les problématiques que vous rencontrez au quotidien. En tout cas, Monsieur David, Monsieur Mathilde, je vous remercie pour votre implication et c'est aussi grâce à vous que nous en sommes là aujourd'hui. Voilà. Merci à vous de votre écoute, en tout cas. Donc, ce projet ne reste pas intramuros, ce n'est plus le projet de la métropole et comme je vous l'ai dit en amont, j'ai été aussi contacté par d'autres départements qui souhaitaient avoir des informations sur ce projet-là. Donc Madame D'Alessandro est venue me rencontrer, elle est venue du Nord, donc elle devait être très motivée d'ailleurs pour comprendre comment la métropole avait mis en place un tel projet. M'a invité aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai été très bien reçu par les différentes fédérations des mandataires judiciaires du Nord, la direction, l'exécutif aussi. Donc je vais lui laisser la parole, qu'elle puisse aussi vous dire pour quelles raisons elle a été intéressée par la mise en place de ce contrat, de ce projet, et comment le Nord s'est approprié le projet qui avait été initié par la métropole. En tout cas, merci de votre attention et de votre écoute. Alors, je vais prendre le relais concernant le résultat attendu pour le conseil départemental. Eh bien, ma foi, avant, c'est vrai qu'il y avait très souvent des contrats qui étaient non responsables, avec même parfois des participations financières qui étaient faites de la part du conseil départemental pour combler parfois du forfait journalier hospitalier, parfois du transport refusé. Donc, ce qui fait que le coût, ça rajoutait en fait au coût des complémentaires santé relativement lourd. Le plafond de complémentaire santé de 119 € était relativement important et pour autant ne permettait pas forcément la prise en charge de mutuelles adaptées. Et puis parfois également, les familles pouvaient solliciter le département pour obtenir, ou les mandataires judiciaires, des prestations supplémentaires. Il se trouve qu'après, on est arrivé à cette situation où, en fait, comme le disait Monsieur Henné ou Monsieur Mathilde tout à l'heure, les personnes sont maintenant mieux couvertes avec un bien-être pour les usagers. Et puis aussi le fait d'avoir un montant de déduction cohérent, tout ça mis dans une démarche de co-construction avec les mandataires judiciaires, permet de maintenant disposer d'un contrat adapté
à hauteur de 8,25% de l'ASPA, c'est-à-dire 83,49 € au 1er janvier 2023, sachant que pour 1er janvier 2024, pardon, sachant que pour le 1er janvier 2025, l'ASPA étant calé sur l'inflation hors tabac, on devrait être aux environs d'une augmentation de 2% de l'ASPA pour le 1er janvier. Ça permet aussi aux départements, bien sûr, d'optimiser leur budget et puis aussi de sécuriser juridiquement leur démarche, parce que c'est vrai qu'en fixant arbitrairement un plafond à 119 €, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et puis il se trouve que 119 € en 2000 ou 119 € en 2020, on n'a pas la même chose en complémentaire santé, bien entendu. Voilà ce qui me semblait important de souligner dans l'avant et l'après pour les conseils départementaux. Alors, maintenant, la suite des événements en ce qui concerne cette démarche. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de départements qui sont intéressés à la démarche de duplication, comme l'a fait d'ailleurs le département du Nord le 27 septembre dernier. Donc en fait, il faut comprendre que maintenant, une fois que le travail a été fait par ce collectif de mandataires judiciaires de la métropole de Lyon, et cette duplication juridiquement validée par les services du conseil départemental du Nord, ben en fait, les choses vont relativement vite. Et en 4 mois et 4 temps, les choses peuvent être menées. Alors, le premier temps, bien sûr, c'est la sensibilisation, comme le disait Monsieur Aîné, Madame D'Alessandro tout à l'heure, des acteurs à la démarche de duplication, les acteurs conseil départemental, les acteurs mandataires judiciaires, les familles également, évidemment. Ensuite, la rédaction de la décision pour un passage en assemblée plénière, eh bien, c'est la duplication de ce qui a pu se mettre en place, la construction d'une charte. Eh bien, on a déjà des choses qui existent, et en fait, le plus long, très souvent, bien sûr, c'est la diffusion de l'information, parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises par les mandataires judiciaires, par, bien sûr, les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement, par les familles. Et donc, il faut que les personnes comprennent que, notamment, par exemple, dans le Nord, le plafond changera à partir du 1er janvier 2025. Voilà pour cette diffusion de l'information. Alors, il faut savoir que très souvent, lorsque on rationalise les budgets dans un conseil départemental, eh bien, on doit rogner sur des services, rogner sur des prestations, et il y a souvent lieu de faire place à un compromis. Or là, cette démarche, elle est intéressante parce qu'en fait, on peut tout à fait dupliquer cette démarche sans pour autant renier sur la qualité de service pour les usagers les plus fragilisés. Et donc on peut à la fois améliorer les prestations pour les bénéficiaires de l'aide sociale et en même temps rationaliser les budgets pour permettre de faire plus par cette démarche. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mandataires judiciaires qui sont fortement intéressés par la démarche parce que non seulement bien sûr ils accompagnent leurs majeurs protégés, mais aussi ça permet également de, bien entendu, répondre à cette démarche citoyenne qu'on a tous au fond de nous. Parce qu'en fait, que ce soit les conseils départementaux, que ce soit les mandataires judiciaires, on a tous le souci de voir que l'argent issu de nos impôts est bien utilisé. Et ma foi, c'est tout l'enjeu de cette démarche. Et c'est vrai que c'est aussi une démarche qu'on peut mettre en place dans beaucoup de départements. Alors il y a des départements qui ont... Nous, on a fixé un montant raisonnable à 8,25% de l'ASPA parce qu'on considère que 8,25%, c'est 1/12 de l'ASPA. Et en fait, 1/12 de l'ASPA, philosophiquement, ça veut dire que le conseil départemental consent à consacrer 1 mois d'ASPA à financer la complémentaire santé d'une personne qui est bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement. Alors il y a beaucoup de départements, à peu près 1 sur 2, qui sont en deçà de ce montant de 8,25% de l'ASPA. Il y en a un certain nombre qui sont en fait à ce plafond, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Aube, il y a le Loir-et-Cher, il y a le Loiret, il y a maintenant la métropole de Lyon et le conseil départemental du Nord à partir du 1er janvier 2025.
Et puis, il y a beaucoup de départements qui sont dans le respect et l'épure de la loi, qui ont un montant de prise en charge illimité, mais à l'heure où on doit réfléchir à mieux utiliser les budgets pour optimiser la prestation de services pour les personnes les plus fragiles, eh bien, je pense que là, il y a lieu pour ces conseils départementaux, bah, peut-être de se mettre autour de la table avec les mandataires judiciaires et de réfléchir peut-être à cette démarche qui a été mise en place dans ces deux régions, deux départements. Voilà. Pour ce qui est de Soleil, bah, c'est vrai que c'est, pour nous en tout cas, et pour l'ensemble de mon équipe que je salue, c'est une vraie fierté d'avoir pu contribuer à permettre aux personnes vulnérables d'être mieux couvertes pour un tarif ajusté. C'est aussi une fierté d'être un acteur de la cité et d'avoir pu faire bouger les lignes sur la complémentaire santé des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui ressort de cette réunion du 23 septembre dernier, lors de la réunion bilan à la métropole de Lyon, c'est une vraie satisfaction de constater que l'ensemble des acteurs autour de la table sont satisfaits. Très bien. Bah, écoutez, je vais conclure juste en reprenant peut-être un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat que j'ai eu le temps de relever pendant que Monsieur Cacciutolo intervenait. Je les ai regroupées en plusieurs thèmes. La première question concernait les départements qui sont en deçà de ces 8-25%, qui ont mis des plafonds arbitraires à 25 euros, parfois à 50 euros, parfois à 33 euros. On ne sait pas trop bien d'où ça vient ces plafonds, mais en tout cas, sachez que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait condamnable. Et je crois que Pascal Desjonquières, qui est mandataire judiciaire dans l'Ain, que je salue, l'a évoqué. Ça fait l'objet eh bien, de recours. Hein. Louise Baru était intervenue lors d'une visioconférence qui est avocate dans le cabinet Axone à Lyon. Régulièrement, elle mène des contentieux contre les conseils départementaux qui ont des plafonds insuffisants. Et à chaque fois, le conseil départemental perd devant le tribunal administratif. Donc tous ces départements, je pense à ceux qui ont des plafonds à 40, 45 euros, qui sont vraiment insuffisants, eh bien, il n'y a aucun problème pour faire ce type de recours. Alors, pour ce qui est de la duplication de la démarche, eh bien, évidemment, vous pouvez prendre contact, vous avez mon mail qui s'affiche à l'écran. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez entamer des discussions avec un département. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire, comme on l'a vu dans beaucoup de départements. Il y a eu des questions également en ce qui concerne la prise en charge de la pédicurie. Alors, suivant nos deux garanties, hein, vous savez, il y a les garanties pour les personnes qui sont en établissement avec une pharmacie et l'autre sans. Avec une pharmacie, on a 100 euros pour la pédicurie. Quand il y a et 100 euros également aussi dans notre garantie ASH sans PUI. Pour ce qui est du médecin expert, eh bien, il y a la prise en charge totale du médecin expert ou en partie en fonction de la garantie. Vous avez également posé des questions par rapport aux personnes qui sont en maison d'accueil spécialisée. Alors, il faut savoir que la maison d'accueil spécialisée est un établissement qui dépend de la sécurité sociale et qui ne dépend pas de l'aide sociale à l'hébergement. Donc là, les personnes sont soumises au paiement du forfait journalier hospitalier. Et donc là, c'est un autre sujet concernant la prise en charge du forfait masse, puisqu'on n'est pas là dans l'aide sociale. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, une chose importante également, il faut savoir que cette offre, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, s'adressait bien entendu aux bénéficiaires de l'aide sociale, mais le collectif de mandataires judiciaires de la métropole de Lyon avait souhaité, lors de son étude, étendre cette offre aux bénéficiaires qui sont payants. Et donc, sachez que, bien évidemment, les besoins sont les mêmes entre les aidés sociaux ou les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement, et les personnes qui sont payantes. Et donc, par conséquent, sachez que ces deux populations peuvent tout à fait bénéficier des mêmes prestations et des mêmes conditions. Voilà, donc je tenais à remercier, en plus du collectif, et bien entendu nos intervenants, messieurs Aîné et Mathilde, ainsi que madame D'Alessandro,
pour leur intervention, leur lumière et leur précision concernant ce dispositif. Et je tenais aussi à vous remercier, vous qui vous êtes mobilisés nombreux ce matin, pour votre interaction avec le chat. Et puis, écoutez, si j'ai pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me solliciter. Et s'il y a des questions pour Monsieur Aîné, Madame d'Alessandro, Monsieur Mathis, j'hésiterai pas bien entendu à les répercuter. Voilà, merci beaucoup et puis au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine visioconférence et portez-vous bien tous. Allez, à bientôt. Au revoir.